Scott a finalement dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. À partir du mois prochain, je vivrai avec maman, alors s'il vous plaît, videz votre chambre. Je l'amènerai directement ici dès qu'elle sortira de l'hôpital. C'est plus facile de gérer le ménage quand on vit ensemble. Cependant, voir ma belle-mère tous les jours signifie recevoir constamment ces remarques désobligeantes. Mon cœur est déjà lourd. Je comprends, réponds-je, impuissante. Scott a l'intention de forcer la question de la cohabitation avec sa mère par tous les moyens. Plutôt que d'argumenter et de m'opposer à lui, je devrais me préparer secrètement. J'ai acquis cette sagesse au fil des ans. Scott a quitté la maison, l'air satisfait et sans méfiance. C'est ma stratégie. C'est si simple. J'ai failli rire. Quelques heures plus tard, alors que je me reposais après avoir tout rangé, mon téléphone a sonné bruyamment. C'était un appel surprise de Scott. Qu'est-ce que c'est que ça? La maison est vide. Moi, Charlotte Stewart, je suis une mère active de 45 ans qui travaille comme chef de service dans une maison d'édition. Ma famille se compose de mon mari et de 2 enfants, un ménage tout à fait ordinaire. Lorsque nous nous sommes mariés, le concept d'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale était en train de devenir populaire. À l'époque, il était courant que les femmes deviennent femmes au foyer après le mariage, mais Scott a soutenu ma décision de travailler. En réponse, je me suis consacrée à mon travail, aux tâches ménagères et à la garde des enfants depuis la naissance de nos enfants. Cependant, récemment, j'ai senti la limite de ce fardeau s'alourdir. Ma belle-mère, Michelle, qui s'était toujours opposée à mon emploi, a récemment commencé à se plaindre. Charlotte, combien de temps as-tu l'intention de continuer à travailler? Tu négliges ton mari et tu es une belle fille irresponsable. À notre époque, le travail passait au second plan et le devoir d'une femme était de se consacrer à la famille. Elle a ajouté, non seulement je me suis investie dans mon travail, mais j'ai également fait preuve de diligence dans l'entretien de la maison et la garde des enfants. J'ai pensé que c'était une façon de remercier Scott de m'avoir permis de travailler. En conséquence, ma fille et mon fils ont commencé à participer aux tâches ménagères. Ma fille plie le linge et le repasse, tandis que mon fils nettoie la baignoire et la remplit tous les jours. Lorsque je rentre à la maison, les enfants ont déjà tout préparé, de sorte que je n'ai plus qu'à m'occuper de la préparation des repas et du nettoyage. Je leur suis reconnaissante de cet arrangement. Cependant, bien que nous travaillions tous les deux, Scott ne nous aide pas du tout. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de participer aux tâches ménagères, mais sa réponse est toujours la même. Je t'ai permis de continuer ton travail. Essaies-tu de me faire faire les tâches ménagères parce que tu veux alléger ton propre fardeau sans remplir tes devoirs d'épouse? Tu es choyé. En outre, à chaque fois que cela se produit, il fait un rapport à ma belle-mère et je reçois des paroles froides de sa part. Scott est le principal soutien de la maison, n'est-ce pas? Pourquoi lui faire les tâches ménagères? C'est pourquoi on dit que les femmes qui travaillent ne sont pas bonnes. Vous comprenez? C'est vous qui exigez de travailler. Comprenez-le. Ces derniers temps, ma belle-mère a peut-être trop de temps libre. Tous les soirs, elle reçoit des appels désagréables. Mes enfants et moi-même sommes fatigués de la fréquence et du contenu de ces appels. Ces derniers temps, mes enfants font souvent semblant de m'appeler pour raccrocher le téléphone. En effet, je suis reconnaissante d'avoir été autorisée à travailler, mais pourquoi dois-je être critiquée à ce point? Je m'occupe seule des tâches ménagères et de la garde des enfants. Même ma belle-mère devrait comprendre à quel point il est difficile de concilier les tâches ménagères et la garde des enfants. Que attend-elle de moi? En ce moment, je suis très stressée. Avoir mes enfants à mes côtés est mon seul réconfort. Ce sentiment est dû à des problèmes liés au salaire de Scott. En fait, le salaire de Scott n'est pas très élevé, il se situe plutôt dans le bas de l'échelle. Il n'a pas réussi à trouver un bon emploi au départ et a réussi à obtenir un poste dans une petite entreprise grâce à des proches. S'il avait fait des efforts, je l'aurais soutenu sans me plaindre, malgré la faiblesse de ses revenus. Cependant, Scott a été déçu de son emploi par l'intermédiaire de ses relations. À début, il se plaignait souvent, j'aurais dû travailler dans une entreprise beaucoup plus grande et plus prestigieuse.
Il se contentait de faire le travail qu'on lui demandait et négligeait ses efforts pour obtenir une promotion ou trouver un autre emploi. S'il avait vraiment les compétences requises, il aurait continué à apprendre et à améliorer ses compétences tout en travaillant et aurait fait des efforts pour trouver un nouvel emploi. Mais Scott a négligé ses efforts. En conséquence, son salaire s'est limité à des augmentations mineures, sa rémunération au rendement et ses commissions étant toujours minimes. D'autre part, la société dans laquelle je travaille est une grande entreprise nationale qui a mis en place très tôt des systèmes de congés de maternité et de paternité, et qui a maintenu une gestion stable même en période de bulle économique, en ne réduisant jamais les salaires. Actuellement, j'ai été promu chef de service. Et j'ai géré avec succès de nombreux contrats et projets. En conséquence, je gagne beaucoup plus que Scott. En outre, je m'occupe de mes enfants et je prélève directement sur mon salaire le montant de leurs frais de scolarité. J'ai profité au maximum des avantages d'une grande entreprise. Avec le recul, même lorsque j'étais en congé de maternité non rémunéré, nous avons vécu sur mes économies. Il aurait été impossible de couvrir les dépenses du ménage, y compris celles de nos enfants, avec le seul salaire de Scott. Je n'ai jamais reçu de Scott une quelconque contribution aux dépenses du ménage et il n'existe aucune trace de transfert de sa part. Il m'a probablement permis de continuer à travailler, parce qu'il voulait pouvoir compter sur mon salaire. Cette idée s'est renforcée ces derniers temps. Je soupçonne que notre vie après le mariage a été largement financée par mon salaire. Pour vérifier ce soupçon, j'ai vérifié mon compte bancaire, mes dépenses de logement, les services publics, la nourriture et les frais d'éducation des enfants. J'ai tout payé. Il n'y a pas un seul dépôt de Scott. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rire d'un air fatigué. Le salaire de Scott est consacré à ses loisirs et à l'envoi d'argent à sa mère. Je suis reconnaissante à Scott de m'avoir permis de continuer à travailler et d'avoir pris en charge les tâches ménagères et la garde des enfants. Cependant, dans la situation actuelle, je paie tous les frais de subsistance, tandis que Scott dépense librement son propre salaire. En tant que principal soutien financier, je peux dire que je suis le pilier de la famille. Scott peut se permettre d'agir librement parce que je couvre les frais de subsistance, et toute faveur qu'il m'a faite en me laissant travailler a été entièrement remboursée. Pourtant, Scott dit toujours, je soutiens la famille. Si vous avez une plainte à formuler, vous pouvez partir. Sur quoi se fonde-t-il pour faire de telles affirmations? Il pourrait avoir l'impression erronée qu'il prend en charge les frais de subsistance tout en dépensant librement son propre salaire. C'est complètement déconcertant et incompréhensible. Parfois, je pense à ce qui se passerait si je prenais les enfants et quittais la maison, en excluant tous les frais de subsistance que j'ai pris en charge. Ou bien, si je le confrontais à ce compte bancaire et lui ordonnais de quitter la maison, Scott s'exécuterait-il docilement? Cependant, se considérant comme le pilier de la maison, il pourrait me dénoncer à nouveau à sa mère. Sa mère comprend-elle la différence entre nos revenus? Non, si c'était le cas, elle ne ferait pas de telles remarques sarcastiques. Elle doit le considérer comme un fils merveilleux qui subvient aux besoins de la famille et qui m'a gracieusement permis de travailler. Comment réagirait-elle si elle connaissait la vérité sur nos revenus? Peut-être se retournerait-elle contre Scott et se rangerait-elle de mon côté. Cependant, je veux éviter une telle situation. Que adviendrait-il de Scott et de sa mère si je partais? Parfois, lassé par ces mots durs, je me surprends à réfléchir à cette question. Alors que j'étais perdu dans ses pensées, ma belle-mère est tombée à la maison et s'est blessée à la jambe. Elle devra être hospitalisée pendant un certain temps pour un traitement et une rééducation. Comme mon beau-père est décédé avant notre mariage et qu'elle vivait seule, Scott ou moi devions nous occuper d'elle. Pourquoi me laisses-tu souffrir? Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Ma jambe me fait tellement mal que je ne peux pas bouger, et j'ai beaucoup de choses à te demander, m'a-t-elle appelé immédiatement pendant son hospitalisation. Lorsque je réponds au téléphone, elle n'exige que des choses, apportez ceci. Je veux ça. Quand je lui dis que je suis au travail, elle me réprimande férocement. En raison de mon emploi du temps chargé, j'ai décidé de laisser Scott s'occuper d'elle. Les remarques froides qu'elle me fait à cause de mon travail sont particulièrement stressantes. Maintenant, je pense que la meilleure solution est que Scott aille à l'hôpital et qu'il apaise sa mère.
Lorsque je demande à Scott de s'occuper de sa mère, il se plaint immédiatement. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de maman, Charlotte? Je travaille aussi, dit-il. Bien qu'il soit son fils, il essaie de me faire porter toute la responsabilité. Je pense qu'il devrait s'en occuper lui-même, au moins les premières fois. Refoulant mes sentiments, je réponds. Je travaille aussi, et il y a des tâches ménagères. Si tu pouvais m'aider à faire le ménage, je pourrais y aller aussi. Je pense que ta mère serait plus heureuse de te voir là-bas. C'est la vérité. Ma belle-mère peut penser que harceler sa belle-fille est un moyen d'évacuer le stress, mais lorsque la mobilité est limitée, il vaut mieux penser positivement et parler positivement. Pour diverses raisons, j'ai volontairement évité de m'occuper de ma belle-mère. En revanche, je prends soin de laver et de plier son linge proprement et de le mettre dans son sac. Lorsqu'elle demande à faire des courses, je suis très attentive aux produits spécifiques qu'elle désire. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela soit considéré comme des réalisations de Scott, même si c'est moi qui suis critiquée. En ce moment, je veux surtout éviter d'entendre ces sarcasmes. Heureusement, mes prévisions se sont avérées exactes. Jour après jour, ma belle-mère accueille Scott avec le sourire. Le fait d'être choyé par son fils semble plaire énormément à une mère avec sa personnalité. Et la proximité de son fils bien-aimé semble la rendre plus heureuse que de faire des remarques sarcastiques. Elle attend avec impatience les visites de Scott tous les soirs après le travail, se réjouissant de leur conversation. Elle donne la liste des courses à Scott et, depuis son hospitalisation, elle ne m'a pas appelé une seule fois. En la voyant sourire, Scott a l'impression de faire une bonne action et il rentre chez lui de bonne humeur. Le soir, lorsque Scott rentre à la maison, il me passe les listes de linge et de courses sans se plaindre comme avant. Bien que je reçoive quelques grognements de la part de Scott lorsqu'il me remet ses affaires, je parviens à vivre mes journées paisiblement. Cela me suffit. En ce moment, je suis déterminée à éviter à tout prix les sarcasmes de ma belle-mère. Parfois, je me demande au milieu de la nuit si je peux encore vivre en paix. Cependant, les blessures que ma belle-mère a subies à son âge risquent de se prolonger. J'ai fortement incité Scott à encourager sa rééducation, mais elle l'a souvent négligé, attendant avec impatience les visites de son fils. Par conséquent, lorsque ses blessures ont guéri, la force de ses jambes avait déjà diminué. Scott se rend à l'hôpital le soir après le travail, mais jusque-là, ma belle-mère attend simplement, abandonnant la rééducation et attendant simplement la visite de son fils. Elle a pris goût aux soins de son fils et Scott s'est habitué à ses diverses demandes. Bien qu'il soit rare qu'on m'appelle directement, c'est moi qui fais la lessive. Les tâches quotidiennes comme les courses et la préparation des collations sont devenues routinières. Ma belle-mère m'impose des tâches ménagères, et elle se contente de conversations agréables avec son fils. Je suis reconnaissante de ne pas avoir à la rencontrer directement, mais c'est quand même épuisant. Ces demandes sont nombreuses, notamment les courses, qui prennent beaucoup de temps. Je comprends que vous ayez besoin de vous distraire pour ne pas vous ennuyer, mais pourquoi avez-vous besoin de tant de choses? Vivre seul devient encore plus difficile quand la mobilité est réduite. Ma belle-mère doit aussi le ressentir. À l'époque, elle a fait une demande importante à Scott. Je ne peux plus me servir de ma jambe. Faire les courses et la cuisine est difficile. Scott, ne laisse pas ta mère seule. Bien sûr, Scott la soutient. C'est une bonne idée. Vivons ensemble. Ce sera plus pratique pour toi si Charlotte s'occupe de toi. Ces deux-là ont décidé de vivre ensemble sans tenir compte de mon avis. Scott a finalement dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. À partir du mois prochain, je vivrai avec maman, alors s'il vous plaît, videz votre chambre. Je l'amènerai directement ici quand elle sortira de l'hôpital. Il est plus facile de gérer le ménage quand on vit ensemble, mais ce n'est que le point de vue de la belle-mère. Chaque jour, face à ma belle-mère, je n'ai droit qu'à ses remarques désobligeantes. Mon cœur est déjà lourd. Je comprends, réponds-je, impuissante. Scott a l'intention de forcer la question de la cohabitation avec sa mère par tous les moyens. Plutôt que d'argumenter et de m'opposer à lui, je devrais me préparer secrètement.
J'ai acquis cette sagesse au fil des ans. Prise entre l'excitation de Scott et de ma belle-mère à propos de la cohabitation, je réfléchissais à mes possibilités d'évasion. Dans notre maison, j'ai une pièce personnelle où je rassemble et étudie des documents liés à mon travail. Cette pièce contient de nombreux livres et dossiers. Elle sert de bureau et d'espace de travail, et c'est un espace essentiel pour la personne que je suis aujourd'hui. Cependant, Scott a exigé que j'abandonne cette pièce. La perdre pourrait perturber mon travail et m'obliger à rentrer encore plus tard. Seul, en regardant l'étagère, je me suis demandé, que dois-je faire de ces livres et de ces documents? Ce serait un gros problème s'ils étaient jetés ou abîmés. Étant donné que je vis avec ma belle-mère, il est clair que ces objets ne devraient pas rester à la maison. Cela peut sembler sortir d'une série télévisée. Mais il y a vraiment un risque que les livres et les documents soient jetés. En particulier, les objets dont on sait qu'ils sont précieux pour moi sont souvent les premiers à être manipulés. Si je dis quelque chose, ma belle-mère feindra l'ignorance et demandera l'aide de Scott. Je ne savais pas qu'il s'agissait de documents importants. Oh, Scott, je ne suis pas encore en faute. Charlotte est en colère contre moi. Aide-moi. Une fois que nous aurons commencé à vivre ensemble, il n'y aura pas d'endroit où je pourrai me reposer dans cette maison. En continuant à travailler tout en étant constamment blâmé, mon esprit s'épuisera. Que dois-je faire dans cette maison? Ah, c'est parce que ma belle-mère vient dans cette maison que je le fais. Soudain, une idée me vient à l'esprit. Pourquoi n'avais-je pas réalisé cette solution simple plus tôt? Il semble que j'étais plus épuisé que je ne le pensais d'avoir dû faire face à ces remarques désobligeantes et d'avoir pris en charge les soins. J'ai eu l'impression que le brouillard qui obscurcissait ma vision se dissipait peu à peu. Ah, c'est vrai, je n'ai aucune raison de me retenir. Pourquoi n'ai-je pas vu une chose aussi simple avant? J'ai murmuré et j'ai immédiatement commencé à me préparer. Le temps passa et le jour de la sortie de ma belle-mère arriva. Scott avait pris son jour de congé et semblait enthousiaste depuis le matin. Écoute, à partir de maintenant, je vais m'occuper correctement de maman. Je ne te laisserai pas faire ce que j'ai fait pendant qu'elle était hospitalisée, a déclaré Scott, et j'ai rapidement changé de sujet. C'est vrai, prends ça. Ta mère a été hospitalisée pendant un bon moment, après tout. La nourriture de l'hôpital est fade et peu rassasiante, elle n'a donc pas dû être satisfaite. Puisque les procédures de sortie et l'emballage nous amèneront près de l'heure du déjeuner, pourquoi ne l'emmènerais-tu pas manger un délicieux repas? C'est un jour de congé spécial? Et une promenade juste pour vous deux serait agréable, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle appréciera. J'ai proposé à Scott de lui remettre une somme d'argent plus importante que d'habitude. Bien que Scott ait une allocation pour les frais de subsistance, le montant que je lui ai donné cette fois-ci était beaucoup plus élevé que son allocation mensuelle habituelle. Scott a été ravi de cette manne inattendue. Waouh, tu as vraiment l'esprit vif, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser cet argent pour emmener maman en voiture. Je te ferai savoir ce que nous avons décidé pour le dîner. Tu t'assureras que tout est prêt à la maison pour que maman soit à l'aise. Scott a quitté la maison, heureux, sans se douter de rien. Telle était ma stratégie. C'était si simple que j'en ai presque ri. Cela devrait me permettre de gagner du temps. J'avais hâte que Scott et sa mère rentrent à la maison. En attendant, je m'occupais de l'organisation de la maison. Il fallait que je finisse de tout arranger avant le retour de Scott et de sa mère. Quelques heures plus tard, alors que je me reposais après avoir terminé l'organisation, mon téléphone sonna bruyamment. C'était un appel surprise de Scott. Qu'est-ce que c'est que ça? La maison est vide. En fait, pendant que Scott était parti chercher sa mère, j'avais déménagé mes affaires dans une nouvelle maison que j'avais louée. Bien sûr, je n'ai laissé derrière moi que les quelques objets personnels de Scott et la literie de sa mère. Oh, tu es déjà de retour? Tu m'as dit de vider la chambre, alors j'ai vidé la chambre et le salon pour que ta mère soit à l'aise. Maintenant, vous pouvez profiter de votre temps ensemble. J'ai répondu calmement. Scott a explosé de colère. Ce n'est pas une blague. Il n'y a plus rien dans le salon ni dans la cuisine. Comment peux-tu faire ça alors que c'est moi qui nous soutiens?
La réplique familière est de nouveau lancée. Quelle bêtise de croire qu'il pouvait faire preuve de supériorité. Non, en réalité. C'est moi qui subvenais aux besoins de la famille, y compris les vôtres. Tu as dépensé ton salaire en allocation pour ta mère et pour tes propres plaisirs, n'est-ce pas, et même en demandant de l'argent pour tes dépenses personnelles sur le budget du ménage, comment peux-tu prétendre que tu soutiens la famille avec de telles actions? Scott a été surpris par mon défi, mais il a rapidement répliqué. Sa théorie était complètement absurde. En tant qu'homme, je suis le chef de famille. En tant que femme, tu dois m'obéir. Remets les meubles en place immédiatement. Non, je ne le ferai pas. Les meubles du salon et les appareils de cuisine ont tous été achetés avec mon salaire. Et ne vous inquiétez pas, les enfants sont avec moi. J'ai payé le loyer, les charges et les courses. Bref, je suis le pilier de cette maison. Pourquoi as-tu décidé de vivre avec ta mère sans me consulter? Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui agit de manière aussi unilatérale. Comme tu l'as souhaité, tu devras désormais te débrouiller seul. HDIT.ET. C'est comme si Scott avait eu une révélation. Attendez, et le loyer de cette maison? Oui, je couvrirai tous les paiements jusqu'à la fin de ce mois, mais à partir du mois prochain, je te transférerai cette responsabilité. Les prélèvements automatiques pour l'électricité, le gaz et l'Internet ont déjà été interrompus. Tu devras donc les gérer toi-même. HDIT. Il semble que Scott ait enfin compris la situation. En réponse, sa mère a explosé de colère, élevant la voix avec frénésie. Je n'arrive pas à croire que j'ai une belle-fille aussi terrifiante. Qu'est-ce qui te prend d'utiliser le fait que tu travailles pour faire pression sur lui? Assez, c'est assez. J'ai l'intention de vivre ici luxueusement avec Scott. À ce moment-là, je me suis demandé si elle comprenait vraiment la réalité des revenus de Scott. Vivre une vie luxueuse serait en effet merveilleux. Mais cela dépend des revenus de votre fils. Quoi qu'il en soit, c'est un au revoir. Ai-je dit calmement. Attends, Charlotte, où es-tu? Scott a demandé, mais j'ai raccroché le téléphone et immédiatement bloqué ses contacts et ceux de sa mère. Et la suite est, comme vous pouvez l'imaginer. Avec le salaire de Scott, qui travaillait dans une petite entreprise où il faisait preuve de peu d'initiative, le montant restant après avoir payé le loyer et les charges était très minime. Dans une maison trop grande pour une famille de 4 personnes, Scott et sa mère se disputaient fréquemment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce repas? Tu ne veux pas donner à tes parents quelque chose de décent, criait sa mère. Tais-toi. Si tu veux te plaindre, fais quelque chose toi-même. Tu ne fais pas de rééducation et tu détestes marcher. Tu n'aides pas du tout aux tâches ménagères. Tu n'es qu'un fardeau, rétorque Scott. Ainsi, leur vie semble remplie de tensions et d'insatisfaction. À force de négliger la rééducation, la force des jambes de sa mère s'est détériorée et elle est devenue totalement réfractaire à toute forme de thérapie physique à domicile. Son incapacité à se déplacer aussi facilement qu'auparavant a probablement contribué à une grande frustration. La femme qui manifestait autrefois une profonde affection pour Scott s'était transformée, formulant des exigences déraisonnables. Son changement pourrait être un symptôme de démence précoce. À elle seule, sa pension les place dans une situation très difficile. S'ils déménageaient dans une résidence plus petite et mieux adaptée pour 2 personnes, leur vie deviendrait probablement beaucoup plus facile. Cependant, Scott ne semble pas trouver de solution aussi créative. Depuis que j'ai coupé la communication avec Scott et sa mère, je n'ai reçu aucun message de leur part. Les enfants ont également bloqué les contacts de Scott et de sa mère lorsque nous avons entamé un nouveau chapitre en tant que famille. Actuellement, Scott ne sait pas où nous vivons et il n'a plus aucun moyen de nous demander de l'aide. Si cette situation perdure, leurs conditions de vie deviendront probablement insoutenables. Avec l'aide de mes enfants, j'ai réussi à obtenir un revenu décent et un bel appartement. Les enfants ont chacun leur propre chambre, et j'utilise une pièce spacieuse à la fois comme chambre à coucher et comme espace de travail. Le loyer est un peu élevé, mais la somme économisée grâce à la séparation d'avec Scott nous permet de nous l'offrir confortablement. Auparavant, les enfants souffraient des propos méprisants de leur père à mon égard, mais aujourd'hui,
ils jouissent d'une vie libre et confortable. Ils prennent plus au sérieux les tâches ménagères et assument leurs responsabilités sans être critiqués par leur père, aidant volontiers à la maison. Dans un tel environnement où la gratitude et les éloges sont naturellement accordés lorsque les enfants aident, je suis vraiment soulagée que nous n'ayons pas emprunté la mauvaise voie. Aujourd'hui, après une autre journée bien remplie, il est temps de retourner à l'appartement où mes enfants bien-aimés m'attendent. À la suite de ces événements, j'ai envoyé à Scott une demande de divorce par l'intermédiaire d'un avocat. Bien que j'ai soutenu financièrement la famille pendant longtemps, lui et sa mère avaient presque épuisé leurs revenus. C'est une raison suffisante pour demander le divorce. Scott a refusé le divorce et a avancé diverses excuses, mais mon avocat a rapidement rejeté ses prétentions. L'abandon des responsabilités familiales, le fait de ne pas contribuer financièrement et la violence verbale sont considérés comme de la violence économique. Dans ces conditions, si Scott est traduit en justice, ses chances de gagner sont extrêmement faibles. Le tribunal m'a accordé la garde des enfants. En outre, je n'ai pas demandé de pension alimentaire ni de partage des biens, choisissant plutôt de renoncer à ces droits. Étant donné que les économies que j'ai accumulées ont toutes été affectées à l'éducation future des enfants, il serait tout à fait inacceptable que je donne une partie de cet argent à Scott ou à sa mère. Ma voiture est à mon nom, heureusement. La maison dans laquelle nous vivions était un bien locatif, ce qui nous a permis d'éviter d'autres complications qui auraient pu survenir si nous avions été propriétaires d'une maison. Aujourd'hui, sans avoir à subir les critiques de qui que ce soit, je peux me concentrer sur mon travail. Cela me permet d'offrir à mes enfants le genre d'activité qu'ils souhaitent, ce dont je leur suis reconnaissante. Avec les fonds que j'ai progressivement épargnés pour l'université, combinés aux revenus futurs, je prévois de pouvoir couvrir au moins le coût de l'éducation universitaire de mes enfants. Donnons le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. Je me motive à l'aube d'une nouvelle journée. Je vais vivre dans cette tour d'habitation avec ma mère. Je veux divorcer. Je n'ai pas pu cacher ma confusion face à la déclaration soudaine de mon mari. Il semble que mon mari avait l'intention de vivre dans l'appartement que j'ai hérité de mon père avec sa mère après notre divorce. Je me demande à quoi il pense. Depuis notre mariage, j'ai eu ma part de frustration à l'égard de mon mari. Pourtant, je n'ai jamais envisagé de divorcer parce que je respectais certains aspects de sa personnalité. Cependant, je n'aurais jamais imaginé qu'il suggérerait de commencer une vie avec sa mère dans la maison dont j'ai hérité. Lorsque j'ai découvert la maison, mon mari m'a dit, avec un sourire condescendant, « Je vais divorcer et prendre cette propriété. Je dois avoir beaucoup de chance. » Sérieusement, dès que j'ai vu son sourire désagréable, mon amour pour lui a complètement disparu. Je m'appelle Stacy. Je suis une employée de bureau de 28 ans. J'ai réussi à entrer dans l'entreprise que j'admire depuis longtemps en tant que jeune diplômée et j'y travaille vigoureusement depuis. Les gens disent souvent que vous êtes une femme de carrière typique. Dévouée à mon travail, je n'avais jamais vécu de relation sérieuse et je n'étais pas non plus très enthousiaste à l'idée de me marier, pensant que vivre seule n'était pas une si mauvaise idée. Pourtant, un tournant s'est opéré dans ma vie. Un jour, mon père m'a appelé pour me faire une proposition inattendue. Stacy, tu as 28 ans maintenant. Que dirais-tu d'essayer de faire des rencontres? J'ai reçu une offre de quelqu'un à qui je dois une faveur. Quel entremetteur? Je crois que je vais passer mon tour. Je veux toujours travailler. J'ai été surpris et j'ai immédiatement décliné l'offre, car je n'avais jamais envisagé de faire des rencontres. Et ne dites pas cela. Pourquoi ne pas essayer de le rencontrer une seule fois? Si vous trouvez un bon partenaire, je serai également rassurée. Je veux vous voir comme une mariée. Comment pourrais-je refuser si vous le dites ainsi? Très bien. Je vais le rencontrer. Mon père était souffrant depuis plusieurs mois et ma mère s'occupait de lui à la maison. Sa santé n'était pas très bonne ces derniers temps. Connaissant son état, je ne pouvais pas ignorer le souhait de mon père de me voir mariée. Je n'avais donc pas d'autre choix que d'accepter de rencontrer l'homme qu'il voulait me présenter. C'est super, Stacy. Je vous remercie. J'espère que vous vous entendrez bien avec lui. Oui, je serai heureuse s'il est passionné par son travail. Le jour de la rencontre arriva. L'homme,
Ted avait 27 ans, un an de moins que moi. Il aimait tellement son travail qu'il n'a jamais pu avoir de relation durable parce qu'il était trop occupé. Il semble que nous soyons plutôt bien assortis. Jusqu'à présent. J'ai aussi donné la priorité au travail sur tout le reste. C'est vrai? Nous pourrions bien nous entendre alors. Ted sourit gentiment. Nous nous sommes rapidement entendus, en un rien de temps, nous nous sommes mariés. Nos parents étaient très heureux, et nous avons été bénis par de nombreuses personnes alors que nous commencions notre vie de jeunes mariés dans un appartement loué. Plus tard, mes parents ont acheté une tour d'habitation à proximité et y ont emménagé. C'était un défi pour eux de vivre à la campagne. Et la proximité de mes parents leur permettait de recevoir des visites fréquentes et un soutien immédiat, et j'étais donc ravie qu'ils aient décidé d'emménager dans l'appartement en hauteur. 2 ans plus tard, je me suis mariée. Notre mariage, qui avait commencé en douceur, a progressivement commencé à connaître des difficultés. Le problème était l'affection croissante de Ted pour sa mère, qui l'invitait fréquemment chez lui sans en discuter avec moi. Je voulais passer des week-ends tranquilles après une semaine bien remplie, mais Ted a commencé à inviter sa mère sans me consulter. Et sa mère vivait à environ 10 minutes en voiture de chez nous, et elle vivait seule depuis le décès de mon beau-père, il y a 5 ans. Au début, il n'invitait pas souvent sa mère, mais depuis peu, il l'invitait chaque semaine. Ah oui. Ma mère vient aujourd'hui. Lorsque Ted l'a mentionné avec désinvolture, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Quoi, encore? Mais elle était là la semaine dernière et la semaine précédente. J'aimerais qu'on puisse passer du temps ensemble de temps en temps. Qu'est-ce que tu dis? Depuis que mon père s'est arrêté, elle se sent seule. Qu'y a-t-il de mal à l'inviter une fois par semaine? Hurle Ted, furieux de ma proposition. J'aurais peut-être accepté les visites hebdomadaires si sa mère était plus gentille, mais à chaque fois qu'elle venait, elle prenait des provisions et des articles ménagers sans même demander. Même lorsque je protestais. Cela me dérangeait que tu prennes des choses sans permission. Elle me répondait, ne sois pas si avare. Tu travailles maintenant? Et elle ne tenait pas compte de mes préoccupations. En outre, elle critiquait chaque petite chose, du grain de poussière dans un coin à l'assaisonnement de ma cuisine, et critiquait toujours la façon dont je gérais les tâches ménagères. Le pire, c'est qu'elle faisait tout cela hors de la vue de Ted, ce qui rendait le problème encore plus grave. Ted considérait sa mère comme quelqu'un qui, malgré le triste sort de la perte de son conjoint, vivait une vie modeste en solitaire. Ted, je te l'ai déjà dit, mais ta mère prend les courses sans demander et trouve toujours quelque chose à redire sur ma façon de gérer le foyer. C'est frustrant, ai-je dit. Tu mens encore. Ma mère ne ferait jamais une chose pareille. Arrête de la rabaisser, répond Ted, visiblement en colère. J'ai eu beau m'expliquer, Ted n'a pas voulu m'écouter. Il aimait profondément sa mère et lui faisait entièrement confiance. À cause de cette situation persistante, mon affection pour Ted s'était peu à peu estompée. Cependant, mis à part le problème avec sa mère, Ted était rationnel. Il était dévoué et assidu dans son travail, respecté par ses collègues et ses subordonnés, et recevait souvent des appels pour des consultations liées au travail. Moi aussi, je suis quelqu'un qui se consacre à son travail, j'ai donc apprécié l'éthique de travail de Ted. Bien que son entreprise ne soit pas très grande et que son salaire ne soit pas élevé, il y travaillait dur et avec sérieux. Ce respect pour lui m'a empêché d'envisager le divorce à l'époque. Mais à peu près à la même époque, mon père, qui avait des problèmes de santé depuis longtemps, est décédé. Il a quitté ce monde sans bruit, comme s'il s'était endormi. Après les funérailles et lorsque les choses se sont calmées. Ma mère a décidé d'utiliser l'héritage pour déménager dans un appartement tranquille en banlieue. C'est ainsi que j'ai hérité de l'appartement en hauteur. L'appartement en hauteur était mieux situé près de la gare que notre appartement actuel. Ce soir-là, j'ai proposé à Ted d'y emménager. J'ai hérité de la tour où vivaient mes parents. Ma mère a décidé de déménager dans un autre appartement en banlieue. Et si nous déménagions dans la tour? Bien sûr, ce sera après que ma mère aura déménagé. En entendant ma suggestion, le visage de Ted s'est illuminé et il s'est exclamé chanceux et a commencé à célébrer.
Il a ensuite pris son téléphone et a passé un appel. Bonjour, maman. J'ai une grande nouvelle. Il semblait parler à sa mère et lui dire que j'avais hérité de l'appartement de mon père. Une fois l'appel terminé, Ted s'est tourné vers moi avec un sourire suffisant et m'a demandé, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Quoi? Interloqué, je lui demande par réflexe de préciser. Je veux dire les clés de l'appartement de la tour. Je veux aller y jeter un coup d'œil. Je connais l'endroit et je l'ai déjà visité, mais je ne l'ai pas encore inspecté à fond, à part le salon. Je vais y aller et voir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ma mère est toujours là. Et si vous la dérangez en arrivant soudainement? En plus, il est déjà tard. J'ai ressenti un mauvais pressentiment face à la bonne humeur de Ted. Ah oui, c'est vrai? Ta mère est toujours là. Voyons au moins ce qu'il en est de l'extérieur. Je ne comprenais pas son urgence, mais Ted ne pouvait pas attendre et j'ai fini par l'accompagner. La tour d'habitation se trouvait à environ 15 minutes de marche de notre appartement actuel. Sur le chemin, le malaise que je ressentais ne s'est pas dissipé. Et la raison de ce malaise était le comportement inhabituellement excité de Ted depuis qu'il avait appris que j'avais hérité de l'appartement en hauteur. Ce qui semblait quelque peu effrayant. Ses yeux semblaient briller d'ambition. Pourtant, j'essayais de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Debout devant l'appartement et regardant l'immeuble de 40 étages, Ted s'est exclamé avec stupéfaction, « Waouh !» En le regardant à nouveau, j'ai l'impression que c'est le plus beau. Waouh ! En le regardant à nouveau, il est vraiment grand. Vivre ici serait, et tout à coup, il a fait une déclaration incroyable. Je vais vivre dans cet appartement avec ma mère. Je veux divorcer. Je n'ai pas pu cacher ma confusion face à la déclaration soudaine de mon mari. J'avais l'impression que Ted lorgnait sur cet appartement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il parle de divorce. Il semble que mon mari avait l'intention de vivre dans l'appartement que j'ai hérité de mon père avec sa mère après notre divorce. Je me demande ce qu'il pense. Depuis notre mariage, j'ai eu ma part de frustration à l'égard de mon mari. Pourtant, je n'ai jamais envisagé de divorcer parce que je respectais certains aspects de sa personnalité. Cependant, je n'aurais jamais imaginé qu'il suggérerait de commencer une vie avec sa mère dans la maison dont j'ai hérité. Alors que je découvrais la maison, mon mari, avec un sourire condescendant, m'a dit « Je vais divorcer et je ne ferai qu'un avec toi, je vais divorcer et prendre cette propriété. » Je dois avoir beaucoup de chance. Sérieusement, dès que j'ai vu son sourire désagréable, mon amour pour lui a complètement disparu. J'ai été déconcertée par sa déclaration, mais j'ai répondu calmement. Ted, il semble que tu aies mal compris quelque chose, mais l'héritage ne va pas automatiquement au conjoint. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ted rit comme s'il ne comprenait pas du tout mes paroles. Je veux dire que cet appartement est quelque chose dont j'ai hérité, il ne peut donc pas devenir le tien. Les lois sur l'héritage ne s'appliquent pas au bien partagé. Même quand j'ai réexpliqué, Ted a dit. C'est une blague. Je ne croirais pas à un tel mensonge. D'accord, j'étais juste perplexe. Je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile de lui parler. C'est drôle de te voir essayer si fort d'éviter le divorce. M'aimes-tu à ce point? C'est pathétique. Il se moque. Le rire dérisoire de Ted était extrêmement désagréable. À ce moment-là, j'ai réalisé que mes sentiments pour Ted avaient disparu. Il y avait d'un côté respectable chez lui, mais maintenant je ne ressentais plus que de la gêne. Si tu n'acceptes pas de divorcer, je demanderai l'arbitrage. Je vivrai heureux dans cet appartement avec ma mère, a déclaré Ted avec un sourire en coin. J'ai répondu calmement, je suis d'accord pour le divorce. Quand nous rentrerons à la maison, nous rédigerons les papiers du divorce. Joli. Tu es étonnamment obéissant, n'est-ce pas? Il a répondu satisfait, et quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons téléchargé et imprimé les papiers du divorce à partir du site web de la mairie. Ted a d'abord signé les papiers du divorce, puis j'ai signé. J'ai rempli ma part du contrat. Lorsque j'ai remis les documents de divorce, Ted les a pris avec empressement et a dit « Je les remets tout de suite », puis il s'est rendu à la mairie. C'est ainsi que notre bref mariage de 2 ans a pris fin. Cependant,
je n'ai pas pu déménager immédiatement dans la nouvelle résidence et j'ai dû continuer à vivre avec lui dans notre logement actuel pendant un certain temps. Pendant ce temps, j'ai consulté un avocat au sujet du partage des biens tout en me préparant à déménager. J'avais l'intention de déménager dans la tour d'habitation que j'avais héritée de mon père. Au cours de cette période, ma belle-mère s'est soudainement rendue chez nous. Ted n'était pas à la maison et j'ai dû m'occuper d'elle seule. Lorsque j'ai ouvert la porte, elle s'est mise à crier. « Pourquoi ne nous as-tu pas encore donné l'appartement, Stacy? Donne-le-nous, vite, comme je l'ai expliqué à Ted à plusieurs reprises. Cette maison est un héritage de mon père et je ne peux la donner ni à toi ni à Ted. » J'ai répondu calmement. L'audacieuse belle-mère a alors déclaré, « Ne soyez pas si avare. Tu es très occupé, n'est-ce pas? Vous êtes tellement occupé par votre travail que vous négligez les tâches ménagères, vous ne devez donc pas avoir de problème d'argent. Cela ne ferait pas de mal si vous nous donniez la propriété. » J'ai fermement refusé sa demande. Il n'est pas question que je vous donne l'appartement et j'ai fermé la porte d'entrée. Derrière la porte, elle a crié, « Pourquoi es-tu si insolente? Ted a eu raison de divorcer d'une telle belle-fille. Rendez-moi vite l'appartement. » Au bout d'un moment, elle s'est calmée, a semblé renoncer et est partie. Ce soir-là, quand Ted est rentré à la maison, je lui ai parlé de la visite de sa mère. « Aujourd'hui, ta mère est venue. On dirait qu'elle s'attend à vivre dans l'appartement de la tour. Elle m'a insulté et je n'en peux plus. » Ensuite, Ted, comme s'il remerciait sa mère d'avoir été insulté, s'est soudain mis à hurler de façon hystérique. Qu'est-ce qui se passe avec cette attitude? Ma mère veut juste vivre dans l'appartement de la tour avec moi dès que possible. C'est toi le problème pour ne pas l'avoir donné. Ma mère n'a rien à se reprocher. Arrêtez de vous entêter et donnez-nous la propriété, maintenant. Et il ne s'agit pas d'être têtu. Il est légalement établi que l'héritage ne devient pas une propriété partagée. Il est exempté de la division des biens. Dois-je le réexpliquer? Même si j'ai essayé d'expliquer, Ted n'a pas voulu écouter. J'ai fini par mener à bien la procédure de partage des biens, mais cela a pris plus de temps et d'argent parce que Ted s'est mis en colère parce qu'il n'avait pas obtenu l'appartement en hauteur. J'ai donc décidé de lui facturer tous les frais du divorce. Après que ma mère a déménagé dans l'appartement de banlieue, j'ai décidé de déménager dans l'appartement en hauteur. J'ai effectué le déménagement à l'insu de Ted. Après avoir emménagé dans mon nouveau logement, j'ai changé toutes mes coordonnées, coupant ainsi tout lien avec lui. Pendant un certain temps, j'ai craint qu'il ne revienne, mais heureusement, il n'y avait aucun signe de son arrivée, et des mois s'étaient écoulés. J'étais soulagée, pensant qu'il avait accepté la réalité qu'il ne pouvait pas vivre ici. Cependant, un événement inattendu s'est produit. Lors d'un jour férié, alors que je me détendais à la maison, la cloche a soudainement sonné. À ce moment-là, je me suis demandé s'il était enfin arrivé. Lorsque j'ai regardé le moniteur de l'interphone, il était là, comme prévu. J'ai envisagé de l'ignorer pendant un moment, mais il a persisté à sonner, et en pensant aux voisins, je suis allé à la porte à contre-serrure. Lorsque je l'ai ouverte, Ted était furieux et m'a crié, « Pourquoi as-tu changé de numéro de téléphone? Tu as aussi changé d'adresse électronique, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas communiqué tes nouvelles coordonnées? Pourquoi devrais-je le faire? Je n'ai aucune obligation de te donner des explications. Le divorce a été prononcé, nous ne sommes plus mari et femme, le partage des biens est réglé, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ne dis pas de choses absurdes. Alors que je répondais calmement, Ted est devenu encore plus furieux. Et ne cherche pas d'excuses bidons. Je suis vraiment en colère. Ce n'est clairement pas une excuse bidon. Il était impossible d'avoir une conversation raisonnable avec lui, et cela me donnait mal à la tête. Ted continuait à crier comme s'il était sur le point de me sauter dessus. Pourquoi ne puis-je pas avoir cette propriété? À cause de cela, mes amis se sont moqués de moi. Tout est de ta faute. Les amis se sont moqués de moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, lorsque j'ai posé la question? Ted est resté silencieux pendant un moment avant de commencer à parler lentement.
Il semble qu'il se soit vanté auprès de ses amis d'avoir acheté un appartement en hauteur lorsque nous avons demandé le divorce, et j'ai hérité de cette propriété. Envié par ses amis, Ted ne voulait rien entendre sur le fait que le partage des biens ne lui permettait pas d'obtenir l'appartement et pensait à tort que s'il continuait à se battre, il finirait par l'obtenir. Malgré cela, mes amis m'ont méprisé et ridiculisé en me traitant de vantard parce que je ne vis pas dans l'appartement de la tour, et ma mère fait pression sur moi pour savoir quand nous pourrons emménager. Vous êtes responsable de cette situation. En entendant les plaintes de Ted, j'ai été stupéfaite et j'ai perdu mes mots. En fait, il me rendait responsable de ses propres frustrations. Je commençais à me sentir stupide de continuer à discuter avec lui et j'ai dit, ce n'est pas ma faute. J'ai essayé de vous expliquer à plusieurs reprises que l'appartement de la tour n'est pas inclus dans la division de la propriété. Il n'y a plus rien à dire. Partez, s'il vous plaît, et essayez de fermer la porte. Cependant, Ted a gardé son pied dans la porte, m'empêchant de la fermer. Bouge ton pied. Tais-toi. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas remis l'appartement de la tour. Tu me fais passer pour un idiot. Ted me regarde avec des yeux injectés de sang. Et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Qui? Appelez-les. Ne croyez pas que de telles menaces me feront reculer. Je dois obtenir cette propriété à tout prix. Pendant que Ted écartait la menace, j'ai calmement sorti mon téléphone portable de ma poche. Attendez, vous appelez vraiment la police? Ignorant le murmure nerveux de Ted, j'ai terminé l'appel à la police. Ted est devenu pâle et s'est écrié, je ne pensais pas que tu appellerais vraiment la police. Tu es fou? Et il a rapidement quitté les lieux. Les jours suivants, la vie a repris son cours normal. Et il semble que le choc d'avoir été dénoncé à la police ait incité Ted à éviter de me contacter. Cependant, 3 mois plus tard, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres de mon domicile. Elle n'avait pas d'adresse, ce qui laissait supposer que quelqu'un l'avait livrée directement. De qui cela peut-il provenir? Me suis-je dit en retournant l'enveloppe, j'y ai trouvé le nom de Ted. Choqué, j'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, craignant un contenu dangereux. À l'intérieur se trouvaient 3 lettres, écrites de la main de Ted, détaillant les circonstances récentes. Et la lettre commençait comme suit. À Stacy, puisque je ne peux plus te joindre, je te fais part honnêtement de ma situation actuelle par le biais de cette lettre. Lis-la jusqu'au bout. Avec un mélange de curiosité et d'agacement, j'ai commencé à lire la lettre. Peu après notre divorce, Ted avait trouvé une nouvelle maîtresse et prévoyait de vivre avec elle et sa mère dans cet appartement en hauteur. Cependant, lorsqu'il est devenu évident que Ted ne pourrait pas assurer cette place, l'amante, qui était simplement attirée par l'attrait de l'appartement, l'a quitté. Ted lui avait offert des cadeaux coûteux, ce qui l'avait considérablement endetté. Et elle avait également parlé de l'achat de l'appartement en hauteur au travail, ce qui lui avait valu des escaliers froids insupportables de la part de ses collègues et l'avait finalement poussé à signer. Et elle semble que sa mère, qui comptait vivre dans l'appartement en hauteur, ait fait des dépenses extravagantes et qu'elle doive maintenant faire face à des temps difficiles sans le soutien attendu de Ted. Et la lettre se terminait ainsi, j'ai tout dit honnêtement. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, pourriez-vous me prêter de l'argent? Il suffirait de $10 000. Si tu le souhaites. Nous pourrions même envisager de repartir à 0. Je n'avais pas l'intention de répondre ou de reconsidérer notre relation. L'attitude assurée de Ted tout au long de la lettre n'a suscité qu'un soupir de ma part. Il semble que Ted était dans une situation difficile et qu'il m'avait demandé une aide financière. J'ai jeté la lettre à la poubelle et me suis immédiatement rendu chez l'agent immobilier. Étant donné la possibilité que Ted se présente à mon domicile actuel et ne voulant pas recevoir à nouveau des lettres aussi déconcertantes, j'ai décidé de le vendre, bien qu'il s'agisse d'un appartement que j'avais hérité de mon père, ce qui m'a fait me sentir un peu coupable. Je pensais que mon père me pardonnerait si c'était pour mon bonheur. Ma mère était également d'accord avec ma décision. J'ai ensuite acheté un autre appartement, encore mieux situé, qui, il est vrai, était assez cher. Cependant,
grâce à mon travail acharné et à mes économies, je n'ai pas hésité à faire des folies. Bien entendu, je n'ai pas communiqué ma nouvelle adresse à Ted, et j'ai enfin pu vivre l'esprit tranquille. J'ai décidé de me concentrer à nouveau sur mon travail, en renouvelant mon engagement envers ma carrière.